Comme vous le savez, en ce mois de décembre et en ce mois de janvier, nous célébrons les 100 ans de la publication par Einstein d'une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et j'évoquerai aussi, je tenterai de répondre plutôt à la question qui fait le titre de cet exposé, qui est le pays où habitait Albert Einstein. Vous savez, Einstein a vécu en plusieurs endroits, en Allemagne, à Ulm, où il est né, à Munich, où il a brièvement étudié, en Suisse, à Aarau, où il a fait ses études de lycée, de classe terminale pour préparer le concours d'entrée au Polytechnicum de Zurich, où il a été reçu. Donc il a étudié à Zurich. Ensuite, il a trouvé un poste d'ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, à partir de 1901. En 1905, comme vous le savez sans doute, c'est l'année miraculeuse de la physique. Il publie 4 articles, même 5 articles, dans une revue allemande qui s'appelle Annalen der Physik, 5 papiers révolutionnaires, parmi lesquels il y a la théorie de la relativité restreinte, l'article de juin. Ensuite, pas tout de suite, mais quelques années plus tard, il obtient son premier poste universitaire à Prague, où il passe 16 mois. Ensuite, il retourne à Zurich, puis part à Berlin, voyage. Après son prix Nobel de 21, il voyage aux États-Unis, au Japon. Fait un voyage d'ailleurs aux États-Unis en 1932. Et quand il revient, il apprend qu'Hitler a pris le pouvoir, que ses livres sont brûlés, que son appartement a été pillé, que sa tête est mise à prix. Et donc, plutôt que de retourner à Berlin, il passe quelques mois dans un village qui n'est pas très loin de Bruxelles, à 80 km de Bruxelles, qui s'appelle Cocq-sur-Mer, où il attend, il regarde ce qui se passe et puis décide, au mois de septembre 1933, je crois, je ne suis pas très sûr du mois, mais en tout cas je suis sûr de l'année, il décide de ne plus jamais remettre un pied en Europe. Et il part aux États-Unis, à Princeton, où il terminera sa vie en 1955. Donc voilà, il a vécu 22 ans d'exil. Et la question est celle de savoir quel est le pays qu'il a habité finalement. Est-ce que c'est un pays qui existe vraiment? Est-ce que c'est un pays qui a des frontières? Ou est-ce que c'est un pays qui n'existe pas, ou qui est un pays qui n'existe que dans son propre imaginaire? Alors avant de parler de cette question, je voudrais commencer par dire en quoi consiste la relativité générale, quelles sont les idées qui ont conduit à sa formalisation il y a exactement un siècle. Et avant de le faire, je précise juste que je n'aurai pas le temps de prendre de questions. J'en suis désolé, mais j'ai une réunion de travail à 14h30 à Saclay. Et compte tenu de ce qu'est devenu la circulation sur le plateau de Saclay, et même en son amont, entre Paris et Saclay, je serai obligé de partir vers 2h moins 20, je pense, et même il faudra que je cours. Voilà, donc je m'en excuse. J'essaierai de répondre aux questions l'année prochaine, quand je reviendrai. On n'est pas pressé. Alors, relativité générale, pour commencer, je voudrais citer une réponse qu'Einstein a faite à son fils qui s'appelait Édouard, lorsque ce fils lui a demandé « Mais papa, pourquoi est-ce que tu es si célèbre ?» Et Einstein a répondu ceci: « Quand un scarabée aveugle marche à la surface d'une branche incurvée, il ne se rend pas compte que le chemin qu'il suit est lui aussi incurvé. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne peut pas voir. » Et je trouve que c'est un très beau résumé de ce qu'est la relativité générale, mais évidemment il faut expliciter la chose. Et la chose en question s'est construite en plusieurs étapes. Bon, la première évidemment c'est la relativité restreinte, puisque la relativité générale en fait est une extension à la gravitation des principes de la relativité restreinte. La relativité restreinte s'appuie sur le principe de relativité par définition, c'est-à-dire sur le fait que tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire en translation rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres, sont équivalents. Il n'y a pas un référentiel dont on puisse dire qu'il a des propriétés spécifiques que n'auraient pas les autres. Le mouvement est comme rien, ça c'est la phrase de Galilée, et Einstein part de ce principe, le mouvement est comme rien.
et en tire les conséquences quand on suppose que la vitesse de la lumière est un invariant, donc est indépendante de la vitesse de la source qui émet cette lumière. Et en 1907, au mois de mai, alors qu'Einstein est toujours ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il n'a toujours pas de poste universitaire 2 ans après qu'il ait écrit 5 articles qui l'ont fait connaître dans la communauté des physiciens et qui aurait suffi, en n'en prenant qu'un seul, à chaque fois pour qu'il ait un poste à l'université, même le prix Nobel en fait. Il est toujours à l'Office fédéral. Il a obtenu un peu d'avancement, mais est toujours payé pour examiner la pertinence des brevets qu'on envoie à cet organisme pour résoudre tel ou tel problème d'ingénieur ou de physique. Et il a, dit-il, dans ses mémoires qu'il écrit à partir de 1947, il a eu un jour du mois de mai l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il l'explicite très brièvement, il dit « J'ai compris ce jour-là qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. » C'est une phrase assez étonnante. Et il continue en disant « Cette idée me fit une grande impression. » Alors dans le langage einsteinien, ça veut dire cette idée m'a mis dans une sorte d'excitation avec tachycardie à la clé, grande émotion. Il a vraiment senti corporellement cette phrase et les implications qu'elle avait. Donc cette idée me fit grande impression et me mena, quelque temps plus tard, dit-il, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids? Vous êtes d'accord pour dire que quand vous tombez, c'est sous l'effet d'une cause qui est votre poids. C'est votre poids qui est la force par laquelle vous tombez. Mais lorsque vous tombez, les objets qui tombent avec vous et qui tombent près de vous, par exemple votre parapluie, votre cartable, votre chapeau, ces objets tombent à la même vitesse que vous, puisque tous les objets tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse, comme l'avait dit Galilée. Et donc, par rapport à vous, ces objets qui tombent avec vous, tombant comme vous, ne tombent pas. C'est-à-dire que par rapport à vous, qui tombez, ils sont en apesanteur. Et ça, c'est pas une invention d'Einstein, hein, c'est dans les équations de Newton de la gravitation. Mais Einstein comprend ce que ça veut dire. Il en voit toutes les implications, qui sont très curieuses, parce que ça veut dire que l'effet d'une cause, la cause c'est le poids, l'effet c'est la chute, l'effet d'une cause peut sembler annuler la cause. C'est-à-dire que le fait de tomber semble annuler l'existence du poids. Et ça, c'est une idée absolument géniale qu'Einstein va formaliser sous le nom de principe d'équivalence. Alors, équivalence entre quoi et quoi? Mais ce qu'il comprend, c'est que si vous êtes dans une capsule complètement hermétique, il n'y a pas de hublot, pas de fenêtre qui vous permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, par exemple, si cette capsule est posée sur la Terre, dans le champ de la gravité terrestre, vous allez pouvoir faire à l'intérieur de la capsule des expériences, par exemple laisser tomber des balles, et vous allez voir qu'elles tombent comme vous savez qu'elles tombent, c'est-à-dire selon une trajectoire parabolique, avec une accélération constante, comme Galilée et Newton l'avaient décrit. Mais si maintenant vous emportez cette capsule, dans laquelle vous avez mis un physicien, vous l'emmenez très très loin de tout objet massif, donc en dehors de tout champ de gravitation, dans le vide, il n'y a rien, il n'y a pas de gravité. Mais cette capsule, vous allez l'accélérer ou la faire accélérer par une espèce de, je sais pas moi, de super-héros qui va la tirer avec une accélération constante, égale à l'accélération de la pesanteur sur Terre. Donc la capsule est hors de toute gravitation, mais elle est uniformément accélérée. Le physicien, dans cette capsule, va être collé au plancher, il va lancer des balles, comme il l'avait fait sur Terre, et il va voir les mêmes lois pour la chute de ces balles vers le plancher. Et ce que dit Einstein, c'est qu'il est absolument impossible de faire la distinction entre la première situation et la seconde. Elles sont donc physiquement parfaitement équivalentes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de correspondance entre la gravitation et l'accélération. L'accélération peut mimer la gravitation ou l'annuler,
et réciproquement. Et ça, c'est le principe d'équivalence qui est publié en 1907, auquel il va continuer à réfléchir dans les années suivantes. Et lorsqu'il a son premier poste universitaire à Prague, comme je l'ai dit, bon, il travaille beaucoup sur la physique quantique, qui est à l'ébauche à l'époque, mais ça le désespère, la physique quantique. Il comprend que ça va être confus, la dualité de corpuscule, toutes ces choses sont trop étranges, et il laisse tomber laisse tomber, c'est le cas de le dire d'ailleurs, il laisse tomber pour s'intéresser plutôt à la gravitation. Et il fait à Prague, au mois de septembre 1910, je crois, vous pardonnerez si je me trompe sur les mois, mais bon, je suis sûr des années, il fait ce qu'on appelle une expérience de pensée, un peu comme il l'avait faite à Berne, c'est-à-dire une expérience qui n'est pas une expérience intellectuelle, une expérience de pensée pour un physicien, ça veut dire on imagine une situation qu'on ne peut pas réaliser facilement en laboratoire, et on regarde quelles sont les implications de cette situation si on croit vrai certains principes qu'on s'est donnés au départ. Et l'expérience dont il est question là, c'est une expérience qui met en jeu un ascenseur. Voilà, imagine un ascenseur qui est accéléré vers le haut avec une accélération constante. Donc il a une vitesse qui augmente à un rythme régulier. Et dans cet ascenseur qui monte verticalement, vous percez un trou sur une des faces, sur une des parois verticales de l'ascenseur, vous percez un trou, et par ce trou, vous faites entrer un faisceau lumineux qui entre perpendiculaire à la paroi, c'est-à-dire horizontalement, si je dis que la trajectoire de l'ascenseur est verticale. Donc il y a un angle droit entre la trajectoire de l'ascenseur et le faisceau lumineux qui entre dans l'ascenseur. Donc la vitesse de la lumière est finie. Finie, ça veut dire qu'elle n'est pas infinie. Donc le temps que va mettre la lumière pour traverser l'ascenseur, qui n'est pas grand, ce temps est très court évidemment, mais il n'est pas nul. Et pendant que la lumière traverse l'ascenseur, dit Einstein, l'ascenseur lui s'élève, puisque sa trajectoire est accélérée vers le haut. Donc, le point d'impact de la lumière sur l'autre paroi de l'ascenseur, la paroi opposée, ne sera pas en vis-à-vis du trou par lequel elle est entrée. Le point d'impact sera plus bas dans l'ascenseur que le point d'entrée. Autrement dit, pour l'observateur qui est dans l'ascenseur, la lumière, dans son référentiel, aura été courbée. Elle aura une trajectoire courbée, et non pas rectiligne. Bon, ça c'est une sorte de raisonnement assez trivial, mais maintenant je fais jouer le principe d'équivalence. L'ascenseur qui monte avec une accélération constante, nous dit ce principe d'équivalence, c'est la même chose qu'une capsule immobile sur Terre, dans le champ de gravité terrestre. C'est la même chose, ça veut dire qu'il doit s'y produire exactement les mêmes phénomènes physiques. Donc, la lumière est déviée par la gravitation. Voilà. C'est-à-dire que si je mets la capsule sur Terre, il n'y a pas d'accélération, il y a simplement un champ statique gravitationnel. Et ce champ va dévier la lumière comme cela se passait lorsque la capsule était accélérée hors de tout champ de gravitation. Bon, ça c'est une idée en fait absolument géniale, qui conduit Einstein en 1911 à publier un article, alors qu'il n'y a toujours pas de formalisation de la relativité générale. Et simplement à partir de l'expérience de pensée que je viens de décrire, Einstein calcule la déviation des rayons lumineux que doit provoquer le passage au voisinage d'une étoile, notamment du Soleil. Et comme vous le savez, c'est lors d'une éclipse du Soleil, en 1919, que cette déviation pourrait être mesurée conformément au calcul qu'a effectué Einstein. Bon, je passe les détails parce qu'en fait, il y a une erreur d'un facteur 2 dans le premier calcul d'Einstein qui a été corrigé par la suite, mais en 1919, le calcul était bon et la mesure a confirmé. Donc ça a été un événement considérable qui a fait la une des journaux dans le monde entier et qui d'ailleurs a tellement impressionné. On sortait de la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la civilisation avait accouché de la barbarie, et donc les gens voulaient du neuf. Ils ne voulaient pas retomber dans les idées d'avant, donc toute révolution dans le champ des idées était accueillie avec soulagement et même bonheur,
Et là, comprendre que les relations entre l'espace, le temps, la matière et l'énergie sont nouvelles, grâce à un physicien qui s'appelle Einstein. Ça a provoqué l'enthousiasme de beaucoup de jeunes gens, qui étaient au lycée, par exemple, et qui ont décidé, ou qui étaient dans des écoles d'ingénieurs, et qui ont décidé de s'intéresser à la physique théorique, qui n'était pas enseignée vraiment à l'époque. Et parmi ces gens, il y a Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, et beaucoup d'autres. Et ce sont ces gens qui, un peu plus tard, dans les années 20, vont délaisser la gravitation parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, pour s'intéresser à l'atome, qui présente des comportements bizarres, et ce sont ces gens qui vont faire la physique quantique, qui vont élaborer la physique quantique dans les années 20. Ils ont tous le même âge, parce qu'en fait, ils ont tous été, disons, attirés par la physique après l'annonce que les calculs d'Einstein étaient confirmés par l'observation. Bon, ça c'est une parenthèse historique, mais pour aller un peu plus loin dans ce que la théorie de la relativité générale implique, je peux vous donner quelques métaphores ou analogies qui aident à comprendre comment la gravitation change complètement de statut quand on passe de la théorie de Newton à celle d'Einstein. Imaginez par exemple un drap tendu, un drap de lit tendu, au centre duquel vous placez une boule de pétanque. Donc évidemment, il y aura un creux qui se formera, et si vous secouez le drap, des creux et des bosses vont apparaître à sa surface, qui vont obliger la boule à se déplacer. Car si vous agitez le drap, ça va obliger la boule qui est au centre, qui a creusé son petit trou, si j'ose dire, à se déplacer. Et c'est en somme la forme que va prendre la surface du drap, autrement dit sa géométrie, qui va dicter à la boule son parcours. Mais vous voyez que dans cette affaire, la boule n'est pas un objet purement passif, puisque son poids et son mouvement modifient eux aussi la forme du drap. Le déplacement de la boule, provoqué par la géométrie du drap, va modifier la géométrie du drap. Sa seule présence va perturber, par exemple, la trajectoire d'une balle de ping-pong qui serait lancée en ligne droite, au même titre que quelqu'un qui secourait le drap. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui se passerait si le drap que je viens de convoquer était invisible et immobile? Là, je suppose qu'il est immobile. Eh bien, vous qui regardez le déplacement aussi bien de la boule de pétanque que des autres objets qui pourraient traverser cette zone, vous allez imaginer qu'une force mystérieuse s'exerce instantanément, qui attire à distance la balle de ping-pong vers le centre de la boule de pétanque. Et c'est exactement ce qu'a dit Newton. Newton, il a raisonné comme s'il n'avait pas vu le drap, qui d'ailleurs est invisible. Einstein, lui, il change complètement le raisonnement et il attribue la courbe décrite par la balle de ping-pong à la seule déformation du drap invisible. Il n'y a pas de force, il y a simplement une déformation du drap, dont tout changement de géométrie induit par les mouvements d'autres corps présents sur le drap se manifesterait avec un certain retard. En clair, selon la théorie d'Einstein, la gravitation agissant sur un corps n'est plus une force qui s'exerce au travers de l'espace. C'est simplement un effet de la déformation de la géométrie à l'endroit où se trouve le corps. La courbure de l'espace-temps le met en mouvement, ce corps, et lui, en retour, déforme la géométrie de l'espace-temps. Voilà la révolution. La gravitation n'est plus une force qui s'exerce dans l'espace, c'est une déformation de la structure même de l'espace-temps. Et je n'ai pas le temps d'aller beaucoup trop loin là-dedans, mais en gros, la relativité générale va avoir comme effet évidemment de changer notre conception de la gravitation, mais aussi de changer le statut de l'univers. C'est-à-dire qu'avant, beaucoup de philosophes notamment considéraient que l'univers était une notion trop
trop vague pour être prise au sérieux. En tant que totalité englobant la réalité physique, disait-il, elle est vouée à demeurer hors de toute saisie scientifique possible. Elle peut, à la rigueur, être un objet de spéculation métaphysique, mais elle ne pourra jamais s'émanciper de la mythologie où elle a toujours été inscrite. Et évidemment, ces penseurs avaient beaucoup d'arguments. Mais en fait, la relativité générale, elle change la donne au sens où elle permet de considérer l'univers comme un objet physique. Non pas comme l'enveloppe vague qui contiendrait tous les objets physiques, mais l'univers devient lui-même un objet physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'univers se voit attribuer par le formalisme des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. C'est-à-dire que ce sont des propriétés que l'univers a en propre, qui ne sont pas déductibles des propriétés des objets qui sont dans l'univers. Par exemple, le satellite Planck, il y a quelques mois, a annoncé des résultats qui viennent des mesures qu'il a faites sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Eh bien, le satellite a pu mesurer avec une précision plus grande que les données obtenues précédemment. Il a pu mesurer ce qu'on appelle la courbure générale de l'espace-temps. Eh bien, la courbure généralisée de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers. Et donc, le statut de l'univers a changé. Il est devenu un objet physique dont vous savez qu'il a une histoire. Et on peut même se poser en termes physiques la question de savoir s'il a eu un début et s'il aura une fin. Et c'est donc la relativité générale qui a permis de fonder ce qu'on appelle une cosmologie scientifique, c'est-à-dire une science dont l'objet d'étude est non pas un truc, mais l'univers lui-même. Et c'est sur ces bases-là que continue de se faire la cosmologie aujourd'hui. Bon, qui rencontre évidemment des problèmes, comme vous le savez, dans l'univers primordial, puisqu'il y a d'autres forces que la gravitation qui agissent, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, qui ne sont pas décrites par la relativité générale, ce qui fait qu'on a des problèmes d'unification entre la relativité générale qui s'appelle générale, mais qui est en fait une théorie spécifique de la gravitation, et puis la mécanique quantique, dont l'espace-temps est complètement différent, et qui, elle, est une théorie des autres interactions fondamentales que je viens de citer. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de magazines qui traitent de cette révolution que vous trouvez dans les kiosques, que je vous conseille de les lire, parce que autant on peut dire que la relativité restreinte, c'est une théorie qui était dans l'air du temps. Si Einstein ne l'avait pas formalisée, d'autres un peu plus tard ou ailleurs l'auraient sans doute découverte parce qu'elle était vraiment rendue obligatoire d'une certaine façon par le conflit qu'il y avait entre la façon dont on comprenait l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell et puis la mécanique. Et donc la solution que propose Einstein, il n'y a pas d'éther, la lumière se propage dans le vide, est une solution qui devait tôt ou tard s'imposer. Alors que la relativité générale, beaucoup de gens disent, le premier à l'avoir dit, je crois que c'est Paul Dirac, disent que si Einstein n'avait pas fait ces expériences de pensée que j'ai rappelées, s'il n'avait pas senti qu'il y avait là quelque chose qui devait changer le statut de la gravitation, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait toujours pas la relativité générale. Enfin, j'en sais rien. En fait, on n'en sait rien, mais en tout cas la question est posée, quoi. Et le fait qu'elle soit posée est déjà l'indice que Einstein a joué là un grand rôle, même s'il a été aidé pour la partie formalisation par des mathématiciens. D'ailleurs, quand il a publié son article de 1911 disant que la lumière doit être déviée par la matière, il a compris qu'il ne pourrait pas mettre la gravitation dans un cadre relativiste, donc conforme à la relativité restreinte de 1905, dans une géométrie classique. Et donc, il a compris qu'il aurait besoin d'utiliser d'autres géométries, ce qu'on appelle des géométries non euclidiennes ou riemanniennes. Et comme il avait séché les cours de maths au Polytechnikum de Zurich, beaucoup de cours de maths, il est rentré à Zurich, il a démissionné du poste de Prague, il est rentré à Zurich simplement pour collaborer avec Marcel Grossmann, qui était mathématicien, très bon connaisseur des géométries euclidiennes, qui avait été son camarade au Polytechnikum de Zurich pendant ses études d'ingénieur. D'ailleurs, c'est grâce à Grossmann qu'Einstein a pu avoir son diplôme, parce que Einstein séchait beaucoup de cours et Grossmann lui donnait des notes très claires qui lui permettaient de passer l'examen sans trop de dégâts.
Et avec Grossman, ils vont publier en 1913 ce qu'ils ont appelé une esquisse de relativité générale. Je pourrais vous en parler des heures, mais en fait, c'était une théorie un peu fausse. Il y avait un tenseur dans l'équation qui n'était pas le bon. Et c'est en corrigeant ce tenseur, d'ailleurs en prenant le tenseur que Grossman avait proposé initialement, mais qu'Einstein avait refusé, qu'Einstein va publier en 1915 la vraie théorie de la relativité générale. Voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup d'Einstein. Et il s'agit de célébrer cet anniversaire, ce centenaire. Mais maintenant, je vais essayer d'aborder la question de quel est le pays qu'habitait Einstein. Alors, très souvent, dans les livres d'histoire des sciences, on imagine que la science s'est construite seulement grâce aux travaux d'une suite de génies qui sont des sortes de rayons de soleil inattendus et miraculeux, qui auraient éclairé les autres hommes grâce à leur intelligence ou à leur créativité, un peu à la manière d'envoyer du ciel. Et on raconte, voilà, il y a eu tel génie, puis tel autre génie, Galilée, Newton, Boltzmann, etc. Et personnellement, pour tout dire, je suis assez d'accord avec cette façon de faire. C'est-à-dire, je pense que si on retire les génies de l'histoire de la physique, il n'y a plus de physique. Donc les génies ont joué un rôle crucial dans cette aventure, mais on ne peut peut-être pas aller trop loin en considérant que l'avancement de la science n'aurait été en somme que l'affaire exclusive de quelques individus intellectuellement déracinés, indifférents aux conditions matérielles de leur existence, que leur tempérament porterait très au-dessus des ancrages ordinaires. Et donc, quand on fait une histoire des sciences qui met trop en avant le rôle des génies, détaché de tout contexte, eh bien, on fait passer au second plan ce qui est local, contingent, et on considère toujours que le rôle du contexte est mineur, finalement. Et la question, c'est est-ce que ce réflexe que nous avons tous rend justice à la vérité des choses ? C'est-à-dire qu'une idée neuve, au moment où elle surgit, est-ce qu'elle n'est pas géographiquement innervée ? Est-ce qu'elle ne se trouve pas toujours enrobée, dès l'origine, d'un halo contextuel ? Est-ce qu'elle n'emporte pas toujours avec elle, ou est-ce qu'elle ne porte pas avec elle la marque de ses conditions de naissance, notamment de son lieu d'origine ? Par exemple, vous savez que le premier vol de montgolfière a été réalisé à Paris en 1783. Est-ce qu'il aurait pu se produire à Copenhague ou à Buenos Aires ? En 1903 et 1904, il y a eu un perchoir idéal pour faire tomber toutes sortes de sphères, des cylindres, des cônes, dont les ingénieurs se sont servis pour profiler l'aviation naissante, profiler les avions. Ce perchoir idéal, c'était la Tour Eiffel. On a laissé tomber toutes sortes de choses du premier étage de la Tour Eiffel pour faire des études d'aérodynamique. Est-ce qu'on aurait pu les faire ailleurs ? Les Joliot-Curie ont découvert la radioactivité artificielle à Paris en 1934. Est-ce qu'ils auraient pu le faire à Palerme ? Est-ce qu'ils auraient pu le faire à Knokke-le-Zout ? Et donc, voilà. Et d'ailleurs, pour Einstein, il le dit lui-même. S'il n'avait pas été à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il n'aurait pas trouvé la solution relativité restreinte. C'est précisément parce qu'il étudiait des brevets dont la fonction principale était de permettre la synchronisation des horloges à distance, qui était le problème technique numéro 1 en Europe, puisque les gens commençaient à circuler, à prendre le train. L'Allemagne s'était unifiée. Pour montrer l'unification géographique de l'Allemagne, il fallait unifier l'heure. Or, l'heure n'était pas unifiée à l'époque. Il y avait, par exemple, à Genève, il y avait 3 horloges sur le fronton de la mairie. Il y avait l'horloge qui indiquait l'heure de Berne, la capitale, l'heure de Paris qui arrivait par le PLM, le train, et puis il y avait l'heure de Genève. Donc c'était un peu compliqué pour les horaires. Donc la question, c'est comment vous transmettez à distance une synchronisation temporelle. Et c'est en regardant ces brevets qu'Einstein a remarqué qu'il y avait une sorte de problème, ou qu'il a lui compris comme une contradiction,
dans l'interprétation qu'on faisait à l'époque de l'électromagnétisme. Et c'est pour résoudre cette contradiction qu'il a proclamé la mort de l'éther. Il n'y a pas de support à la propagation de la lumière se propage dans le vide. Et c'est ça qui va le mener à la théorie de la relativité restreinte. Donc là, le contexte a joué. Et la question, est-ce que, pour les autres travaux d'Einstein, on peut considérer que le contexte a joué de la même façon? Alors, c'est une question compliquée, évidemment, qui demanderait une grosse étude historique pour être vraiment bien tranchée. Mais il y a quand même des choses qui permettent d'avancer une hypothèse. D'abord, Einstein, quand il était en Allemagne, au lycée, à Zurich, à Munich, est extrêmement malheureux parce qu'il ne supportait pas la discipline militaire qui prévalait dans le lycée, même dans toute la ville. L'Allemagne était très militarisée, les facteurs avaient un uniforme, tout le monde portait un uniforme, la discipline était évidemment très sévère aussi, et Einstein ne le supportait pas, et il a fait un truc assez extraordinaire, quand même à 16 ans, avant d'avoir le bac, il démissionne du lycée, sans demander l'avis de ses parents, et il les rejoint en Italie, puisque son père avait monté une usine électrique près de Milan. Il leur annonce qu'il arrête ses études, et il leur annonce même qu'il va rendre son passeport allemand, ce qu'il a fait un an plus tard. Il est devenu apatride. Je ne sais pas si vous voyez, dans le contexte de l'époque, ce que ça voulait dire être apatride, alors que ses parents avaient longtemps attendu d'avoir un passeport allemand. Donc il devient apatride, il va récupérer la nationalité suisse quand il sera à Zurich, mais il a vécu quelques années comme apatride. Je ne ferai pas de commentaires sur le débat actuel sur la binationalité, mais dommage qu'Einstein ne soit pas là, tiens. Voilà un moment où il nous manque cruellement, mais je ne suis pas là pour faire la politique. Quoique, bon bref. Et donc, pendant une année, il étudie tout seul, et décide de se présenter au Polytechnium de Zurich, parce qu'on peut se présenter à l'examen, enfin en concours, c'est un concours, sans le baccalauréat. Il se présente, il est repéré par les examinateurs parce qu'il a des talents en physique et en mathématiques que n'ont pas les autres. Par contre, en littérature, en histoire, en langues étrangères, il est une authentique calamité. Donc on lui recommande de se présenter l'année suivante, après avoir passé son bac, et un examinateur qui s'appelle M. Weber lui recommande d'aller à Aarau, qui est un petit village entre Bâle et Zurich, où il y a des méthodes d'enseignement très libérales qui ont été mises sur pied par un pédagogue suisse qui mettait l'accent sur la curiosité des élèves, sur le fait que les élèves doivent réfléchir ensemble, en évitant les cours trop professoraux, etc. Bon. Et ça, évidemment, ça convient parfaitement à Einstein, qui s'épanouit, qui se met à aimer l'école. Il a d'excellentes notes. Il tombe amoureux de la fille du directeur de l'école, qui est M. Winteler. Il fait des promenades en montagne. Et c'est là qu'il a la première idée qui va le mener à la relativité restreinte. Il a 16 ans, quand même. Il a 16 ans, mais il connaît déjà les équations de Maxwell, qui à l'époque ne sont toujours pas enseignées au Polytechnium de Zurich. D'ailleurs, il fera un scandale en disant comment ça, les équations de Maxwell, ça fait 30 ans qu'on les a, vous les enseignez toujours pas, pourquoi? Mais lui, il les connaissait parfaitement. Et il comprend quelque chose qu'il va rédiger d'ailleurs à cette époque-là dans ses notes, qu'il est impossible d'être immobile par rapport à la lumière. C'est que la lumière est toujours en mouvement par rapport à quiconque. Alors pourquoi? Parce que si vous imaginez que vous êtes à cheval sur la lumière, vous êtes comme un surfeur qui surfe sur une vague. Donc le surfeur, il avance au gré de la vague, évidemment, il est porté par la vague, mais par rapport à lui, les autres vagues sont immobiles. Donc ce que voit un surfeur, ce sont des ondes stationnaires. C'est-à-dire des ondes qui n'ont pas d'évolution, qui n'ont pas de dynamique. Or, il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Donc Einstein, là, il fait une expérience de pensée à 16 ans
qui lui fait comprendre qu'il va y avoir un problème avec ça. Il y a une sorte de contradiction dans le statut qu'on accorde à la lumière à l'époque. J'ai trouvé d'ailleurs une lettre, je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver dans mes notes là, qui sont un peu dispersées à cause d'une chute dans le hall. Mais il y a une lettre qu'il a écrite à Mileva, qui va devenir sa femme en 1899. Donc il a 20 ans. Hein. Il est au Polytechnicum de Zurich. Il est en vacances à un endroit où elle n'est pas, donc il lui écrit une lettre dans laquelle il fait plein de déclarations d'amour, et au gré d'une phrase, il lui dit qu'il pense qu'il y a un problème avec l'éther luminifère. Il mélange tout, il mélange la vie. Et il va y avoir un problème avec l'éther luminifère, et on n'est qu'en 1899. Et la résolution de ce problème va advenir un peu plus tard, 5 ans plus tard, à Berne. Donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est que il avait une façon de travailler assez particulière qui le rendait en fait insensible au contexte. Ce que j'appelle le contexte en l'occurrence, c'est simplement l'agitation autour de lui. Il pouvait se concentrer en faisant autre chose, ou bien en étant entouré de gens qui faisaient du bruit ou qui discutaient. Il y a beaucoup de témoignages de ça. Par exemple, sa sœur Maya, qui est née un peu après lui, elle a 3 ans de moins que lui. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante, c'est que ses parents lui avaient annoncé qu'il aurait un petit frère ou une petite sœur quand sa mère était enceinte. Et il lui avait dit « tu pourras jouer avec elle ». Et quand elle est née, Einstein l'a vue dans ses langes, donc dans un berceau, dans ses langes. Et la première question qu'il a posée, c'est « mais où sont les roulettes ?» Il pensait qu'il aurait une sorte de voiture pour jouer, enfin je ne sais pas. Eh bien, cette sœur Maya a écrit un livre sur son frère, une sorte de biographie, et elle dit ceci. Même entouré de nombreuses personnes, au milieu du bruit, il était capable de se mettre à l'écart sur un canapé, de prendre du papier et une plume, puis, ayant posé son encrier sur l'accoudoir au risque de le renverser, de se plonger avec tant de concentration dans un problème que les conversations qui s'animaient autour de lui semblaient l'inspirer plus qu'elles ne le dérangeaient. Il conservera toute sa vie cette aptitude extraordinaire à pouvoir réfléchir en toutes circonstances, en s'auto-téléportant sans effort particulier dans une sorte d'isolat mental qui le rendait indifférent au contexte et à sa position particulière dans l'espace-temps. Il pouvait même, là j'arrête la citation, il pouvait même s'imaginer se trouver ailleurs que là où il était. Par exemple, en 1915, il était à Berlin, c'était l'époque où il allait publier la Relativité générale. Sa belle-fille, Margot, c'est-à-dire la fille de sa cousine qui était sa seconde femme, sa belle-fille Margot raconte ceci. « J'étais inquiète de ne pas l'avoir vu ressortir de la salle de bain dans laquelle il était entré 1 heure plus tôt, et je le tirais de sa rêverie en l'appelant d'une voix forte. En fait, il avait travaillé tout ce temps assis dans la baignoire, et en guise d'alibi, il lui dit « Je pensais que j'étais installé à mon bureau ». Et un demi-siècle plus tard, son fils, son second fils, pas Édouard que j'ai cité tout à l'heure, mais Hans Albert, a confirmé dans une émission à la BBC l'inébranlabilité de sa concentration. Il raconte dans cette interview que sa mère lui avait expliqué ceci, là je cite après traduction, « Les cris de bébé les plus stridents ne semblaient pas déranger ton père. Il continuait à travailler comme si les bruits l'avaient rendu sourd. » Fin de citation. Et donc cette capacité d'émancipation par rapport à l'agitation, y compris l'agitation la plus sonore, est sans doute ce par quoi la liberté véritable peut se dégager chez un être. La liberté ne nous est pas donnée métaphysiquement, elle se conquiert pas à pas grâce à la construction d'une sorte d'auto-mise à l'écart du sujet vis-à-vis des perturbations extérieures, qui lui permet ensuite de s'engager sur le chemin solitaire de ce qu'on signalera du dehors comme une originalité.
Et on n'a pas cessé de dire à Einstein qu'il était un original de ce fait-là. Mais, en tout cas c'est ma conviction, cette capacité à élaborer son propre détachement, à forger son émancipation mentale vis-à-vis de toutes sortes de perturbations, est sans doute le coût du frayage de la création. Je ne suis pas en train de parler d'autisme, il n'était pas autiste, c'est le coût du frayage de la création. Si vous n'êtes pas capable de vous détacher de ce qui vous environne, votre concentration risque d'être constamment parasitée et de ce fait inefficace. Alors ça c'est une anecdote, mais j'ai trouvé dans les essais de Montaigne un petit texte, un chapitre qui s'appelle « De l'expérience », dans lequel Montaigne raconte qu'il a rencontré un savant qui est exactement comme Einstein. C'est-à-dire, alors c'est du vieux français, je ne vais pas le lire, mais en gros c'est quelqu'un qui, étant savant, faisait son profit du tatamar, comme si, battu de ce bruit, il se ramenait et resserrait plus en soi la contemplation et la concentration. Et il dit, en gros, il avait su former du mépris pour le bruit et avait même fait usage du bruit pour le service de ses études. Bon, je ne pense pas que ça marche à tous les coups ni pour tout le monde, mais c'est quand même un petit détail à signaler. Alors je reste à Rao là pour donner une indication plus supplémentaire. Vous savez que Max Born, physicien qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique, et ami d'Einstein, il a une longue correspondance avec Einstein, le premier à avoir écrit un livre sur la relativité en 1920, relativité générale. Il a fait un livre de vulgarisation, on dirait aujourd'hui, sur la relativité générale. Et il écrit dans l'introduction un paragraphe qui dit un peu comment Einstein avait forgé son rapport au monde. Et il dit ceci: toute théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de distinguer ce qui relève du moi et ce qui relève du non-moi. C'est-à-dire de préciser par où passe la séparation entre le monde intérieur au sujet et le monde extérieur. Celle qui privilégie le moi met en avant les sensations du sujet, ses perceptions, son imagination, ses impressions. Celle qui privilégie au contraire le non-moi s'appuie sur des notions plus abstraites, par exemple sur des nombres, des structures logiques, des relations, des formules mathématiques, des équations, en un mot sur les moyens d'expression des sciences exactes. Dans ce second cas, les images de l'univers que l'on construit correspondent à un monde réduit, incomplet, puisque débarrassé de toute impression sensorielle, notamment privé de couleurs, d'odeurs et de sons. Mais ces images, m'avait dit Einstein un jour, ont un avantage sur toutes les autres, qui tient en ce qu'elles peuvent être transmises de façon objective depuis un esprit vers un autre esprit. Ainsi, tout le monde est d'accord pour dire que l'eau gèle plus facilement que le mercure et que le fer est plus dense que le bois. Fin de citation. Et donc, c'est à Rao, dans ce lycée qui existe toujours d'ailleurs, qu'Einstein a compris que les intellects, les esprits, les cerveaux, peuvent devenir frères et communier dans la connaissance. C'est là qu'il l'a compris, et ça va changer sa vie. Ça va changer sa vie, puisqu'il va écrire une dissertation en langue française à Rao. Il faudrait que je la retrouve. Je sais que je l'ai, mais je ne sais pas où elle est. Dans laquelle il explique qu'il veut devenir physicien. Il veut aller à Zurich parce qu'il pense que la physique permet de s'émanciper de soi.
c'est-à-dire de finalement échapper à ce qui fait, ce qu'il appelle par ailleurs la grossièreté de la vie ordinaire. Et donc il veut échapper au moi. Voilà, il veut échapper à son moi pour atteindre à des vérités, entre guillemets, qui puissent se transmettre d'un esprit vers un autre esprit, sans s'être contaminé par le vécu, la subjectivité, etc. Et donc, quand il rédigera son autobiographie intellectuelle, dès l'introduction, il dit « Ce qui est intéressant avec les gens comme moi, c'est ce qu'ils pensent, non pas ce qu'ils souffrent ou ce qu'ils font. C'est ce qu'ils pensent. » Et d'ailleurs, dans cette autobiographie, il n'y a jamais d'anecdote personnelle sur ce qui lui est arrivé. D'où la question, quel est le pays qu'habitait Albert Einstein? Alors, vous savez ce que c'est qu'un no man's land? Eh bien, moi, je vais essayer de défendre devant vous la thèse que Einstein, c'était de no land's man, c'est-à-dire l'homme qui n'avait pas de pays. Et d'une certaine façon, il le dit lui-même. Par exemple, dans un texte de 1930, il dit ceci: « Je suis véritablement un voyageur solitaire et je ne me suis jamais senti pleinement chez moi, ni dans mon pays, ni dans mon foyer, ni avec mes amis, ni même dans ma famille proche. » Moi, avec son pays, c'est clair. Si on appelle son pays l'Allemagne, il a un mépris pour l'Allemagne. Il a un mépris pour les intellectuels allemands qui n'ont pas lutté contre le nazisme, qui est assez féroce. Et d'ailleurs, j'ai vu, parce que je suis allé à Anvers, c'est là qu'est le port qui emmenait les migrants, parce qu'Einstein était migrant finalement. Hein. Il a été migrant, il faut l'imaginer à Anvers avec sa petite valise, partant pour les États-Unis, emporté par un paquebot de la Red Star Line, qui faisait la traversée entre Anvers et New York. Et Einstein a été migrant, voilà, il a fait un aller simple. Et en fait, il avait pris le bateau pour rentrer des États-Unis en 1932, et c'est là qu'il apprend que Hitler n'est pas encore au pouvoir, il sera au pouvoir en janvier 1933, mais il apprend qu'Hitler a fait des bons scores, etc. Et il envoie, avec le papier en tête de la Red Star Line, sa lettre de démission à l'Académie des sciences de Prusse. Il démissionne de l'Académie, tout de suite. Il n'attend pas de voir comment ça va se passer, il démissionne. Et quand il est à Coq-sur-Mer, sachant pas trop ce qu'il va faire, il fait quand même un petit voyage à Londres. Il est reçu par Churchill, et il explique à Churchill, à une époque où les gens essayaient de donner à Hitler ce qu'il voulait parce que ça allait le calmer, Einstein explique à Hitler qu'on ne le calmera pas parce que Hitler prépare la guerre. Il est le seul à dire ça à l'époque. Il est vraiment le seul. Et après cette conférence, une conférence qu'il a donnée au Royal Albert Londres sur le nazisme, il dîne avec Lloyd George, l'ancien Premier ministre, qui à la fin du dîner lui demande de signer le livre d'or. Et il y a une petite rubrique à la page qui lui est présentée qui est l'adresse. On demande au signataire de mettre son adresse. Et Einstein met « no address ». Quand même assez étonnant, alors qu'il avait une adresse à Coq-sur-Mer, il savait qu'il n'y resterait pas, mais il n'a pas d'adresse d'une certaine façon. Alors, ça c'est en contradiction avec toutes sortes de discours qu'on entend d'ailleurs de plus en plus, et qu'on entendait très fortement à l'époque, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'espèce d'identification de l'homme à une région de l'espace-temps qui lui serait propre. Tout homme serait d'abord d'un pays, d'un endroit dans le temps, pour parler comme Peggy, d'un endroit dans le temps où tenir sa place, où habiter pour vivre, en sa finitude, une vie d'homme en chair et en âme. Je cite Peggy. Eh bien, il me semble que Einstein est un contre-exemple de ce type de propos. Il fut un homme sans extraction véritable, détaché de son paysage natal, sans assise terrienne, sans patrie charnelle. Une sorte de génie du non-lieu
Alors, génie du non-lieu, c'est une expression que j'ai trouvée sous la plume d'Edmond Jabès, dans un livre qui s'appelle Le Livre des questions. Une sorte de génie du non-lieu. C'est une expression que Jabès propose, mais évidemment, il ne parle pas d'Einstein, mais je pense qu'elle s'applique à lui très bien. C'est-à-dire d'un homme qui est capable de ne jamais annexer dans son imaginaire les endroits où il a vécu. Einstein est mort il y a exactement 70 ans. La mort d'un homme, c'est toujours une séparation. Et donc la question est, de quoi la mort d'Einstein nous a-t-elle séparés? Et ma réponse, ça sera justement d'un certain pays qui n'est pas un pays. C'est plutôt une sorte de monde fantôme et aussi une certaine façon de l'habiter et de le concevoir. Autrement dit, le pays qu'habitait Einstein, ce n'est pas un pays imaginaire. C'est le pays de son imaginaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, je l'ai dit, mais je le répète, ce pays-là n'est pas géographiquement situé, ce n'est pas l'Allemagne, avec laquelle il a violemment rompu, ça n'est pas la Suisse, qu'il a pourtant aimé, ça n'est pas non plus l'Amérique, ça n'est pas une nation constituée avec des contours propres, c'est plutôt une sorte d'endroit, de lieu, qui est haut placé, un peu comme un altostratus, qui semble s'étendre à la fois près de la vérité et au-dessus de l'humain, dans un endroit éthéré où le chaos des conflits ne pénètre jamais que par effraction. Einstein disait qu'il était citoyen du monde, de l'univers même on pourrait dire, qu'il était peu attaché à son entourage, rappelez-vous la citation de tout à l'heure, qu'il était insensible au mouvement émotionnel de la société dans laquelle il vivait, qu'il était dédaigneux à l'égard des contingences. Il écrit d'ailleurs à son ami Hermann Brock, il écrit une phrase que je trouvais assez incroyable. Il dit « Je me suis vendu à la science corps et âme. Ce fut une fuite hors du nous, hors du jeu, dans le ça. » Une fuite dans le ça. Les choses, en fait, il semblait les contempler par-dessus l'épaule, comme il faisait avec les autres êtres humains. Une sorte de séparation entretenait entre eux et lui un pur espace intermédiaire, presque transparent, à travers lequel il pouvait à la rigueur transmettre quelque chose, mais qui absorbait en réalité presque toutes les communications. En fait, ce qui l'agissait en profondeur, c'était le tourment solitaire d'une recherche désespérée de ce qu'on appelle le réel. Il a écrit un article avec Podolsky et Rosen en 1965, son plus bel article peut-être d'un point de vue en profondeur en tout cas, ce qui va devenir le paradoxe EPR sur la non-séparabilité quantique. Bon, c'est un article génial, mais cet article montre qu'il cherche ce qui est réel. Il cherche quels sont les attributs de la réalité. Et ce réel, il le pense comme harmonieux, paisible, intelligible, mathématiquement organisé et régi par des équations élégantes. Mais le problème, c'est que ce réel-là n'est pas autonome et son accès est des plus accidentés. Celui qui veut l'atteindre se frotte malgré tout à l'histoire, aux passions des hommes, à leur violence, à leur haine. Je ne sais pas si vous avez idée de la haine qui a été adressée à Einstein. La haine parce qu'il était juif, parce qu'il avait fait la relativité, parce qu'il était allemand, parce qu'il était pacifiste, etc. Bref, il a été confronté très violemment à tout ce qui se passe plus en bas que le pays dont je parle. Il a été dérangé par 2 guerres mondiales, par la bêtise, par le totalitarisme, par 2 bombes atomiques et par les débuts d'une grosse guerre froide. Alors, ceux d'entre vous qui savent que j'ai étudié quelques biographies d'autres grands savants comprendront que je dise que c'était vraiment quelqu'un d'à part, qui était transgressif des catégories ordinaires. À en croire certains clichés, il n'existerait que 2 variétés d'hommes de science. Soit c'est un être constamment absorbé dans ses pensées et pouvant vivre n'importe où, comme si pour lui l'espace était neutre,
comme si le monde était agéographique, rigoureusement invariant par translation. L'autre cliché, c'est qu'il serait un être voulant vivre ailleurs, s'évader hors de la vie quotidienne, comme si sa véritable place était toujours hors de l'espace commun. Einstein, il avait la particularité d'être la superposition quantique de ces deux clichés. Il était à la fois rivé à quelques points de l'espace-temps et toujours à distance du flux turbulent des événements et de l'humeur des êtres qui l'entouraient. Il était présent mais en retrait, un pied ici mais l'autre à l'écart, quelque part dans son topos personnel, depuis lequel, à sa façon et avec son regard propre, il pouvait mieux voir le monde. D'ailleurs, il a écrit un livre que vous trouverez en librairie qui s'appelle « Comment je vois le monde ». Et avant de conclure, je voudrais rappeler que dans ces notes autobiographiques, qui ont été rédigées à partir de 1947, comme je l'ai dit, on est frappé par une chose, qui est que à aucun endroit, il n'a éprouvé le besoin de dire que telle idée lui était survenue à Aarau, ou bien à Berne, ou bien à Zurich, ou bien à Berlin, ou bien à Princeton. Autrement dit, ses souvenirs ne sont jamais géographiques. Comme si ces idées n'avaient pas eu de lieu, elles ont eu lieu mais n'ont pas eu de lieu, comme si elles se déplaçaient sans que cela les change en quoi que ce soit, comme si elles glissaient avec lui dans l'espace-temps. Où qu'il allât, il transportait les mêmes questions et les mêmes préoccupations dans la tour d'ivoire ambulante de son esprit. Et ça, c'est quand même assez étonnant parce que sans vous assommer de formalisme, ce que je viens de dire me permet d'affirmer qu'Einstein obéissait aux principes fondamentaux de la relativité générale. Je veux dire par là que il était invariant par difféomorphisme. Je m'explique. Il y a un principe fondamental de la théorie de la relativité générale qui concerne les coordonnées d'un événement dans l'espace-temps. Ce principe dit que pour définir les coordonnées d'un événement, on doit pouvoir utiliser n'importe quel système de coordonnées, autrement dit n'importe quel référentiel, sans que le choix effectué change la forme des équations de la théorie. Donc la théorie doit être invariante par changement de référentiel, quel que soit le référentiel dont on parle, accéléré ou pas, etc. Un point de l'espace-temps n'est caractérisé que par les événements physiques qui s'y déroulent, non par un jeu particulier de coordonnées. En d'autres termes, aucun système de coordonnées ne doit pouvoir être considéré comme spécial. C'est ça qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. Et c'est cette idée-là qui a guidé Einstein dans les tout premiers développements de sa théorie de la gravitation. Et quand on la transpose au cas d'Einstein, elle se traduit de la façon suivante. Ce qui se passait dans son cerveau était plus important, à ses yeux, que l'endroit particulier où son encéphale se trouvait être. Ce qui était essentiel pour lui, sa pensée, échappait à ce qui était contingent. D'ailleurs, sa femme raconte que quand il a écrit les équations de la relativité générale, il a eu une idée un matin et il s'est mis à jouer du piano en réfléchissant. Et il a demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Il est resté enfermé dans sa chambre pendant 15 jours, sans pratiquement manger. Il faisait une petite promenade tous les soirs. Et au bout de 15 jours, il est sorti, il a posé 2 feuilles de papier sur la table en disant « voilà les équations ». C'est ce que raconte sa femme, ce qu'elle a raconté lors d'un dîner avec Charlie Chaplin, au cours du voyage de 1932. Et donc il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Ça veut dire que l'homme qui a théorisé l'engluement de la matière à l'espace-temps, le lien insécable qui unit le contenant à son contenu, vivait, lui, une sorte de désadhérence charnelle et spirituelle vis-à-vis des lieux. Et en fait, cette indifférence au contexte spatial avait aussi une incidence indirecte sur son rapport au temps. C'est peut-être d'ailleurs un effet de la relativité qui couple l'espace et le temps. Cette indifférence au contexte spatial a une incidence sur son rapport au temps, alors que beaucoup d'entre nous mettent
leur fierté dans le fait de n'avoir jamais de temps. J'ai commencé d'ailleurs tout à l'heure à vous donner un exemple. Alors que clamer n'avoir pas de temps est la preuve qu'on a choisi de prendre le temps de faire quelque chose. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, en fait, c'est qu'on a le temps de faire autre chose. Donc, c'est une phrase un peu paradoxale. Eh bien, Einstein n'était jamais pressé et jamais impatient. Il se trouve que je suis allé à Prague pour un peu enquêter sur Einstein et ce qu'il a fait là-bas. Et j'ai vu dans un texte écrit en tchèque qu'on m'a traduit, une anecdote qui a été rapportée par Philippe Frank. Philippe Frank, c'est un physicien qui a écrit une biographie d'Einstein après et qui a remplacé Einstein au poste de professeur à Prague après qu'il ait démissionné en 1912. Et voilà ce que raconte Philippe Frank. « Je me rappelle une visite au cours de laquelle nous décidâmes d'aller voir ensemble l'observatoire d'astronomie de Potsdam. Nous étions convenus de nous y retrouver sur un certain pont. C'était pas à Prague, c'était à Berlin. Comme je connaissais mal Berlin, je lui dis que je ne pouvais pas garantir que je serais bien à l'heure. Einstein me répondit « Mais ce n'est pas grave, j'attendrai sur le pont, voilà tout. » J'insinuais que cela lui ferait perdre du temps. Réponse d'Einstein « Qu'à cela ne tienne, mon genre de travail peut se faire n'importe où. Pourquoi réfléchirais-je moins bien à mes problèmes sur ce pont plutôt que chez moi ?» Je vous remercie pour votre attention.